Saïd Omar Ouali, on va commencer en regardant les unes de la presse régionale. Vous êtes sénateur de Mayotte. On va évidemment longuement parler de la situation à Mayotte, mais d'abord les unes de la presse régionale. D'abord les dernières nouvelles d'Alsace. À Gaza, le cauchemar du quotidien, le conflit entre Israël et le Hamas qui semble actuellement sans issue exacerbe les tensions au-delà du Proche-Orient. Et on l'a vu dans le journal, comme en témoigne l'assassinat d'un couple de diplomates israéliens à Washington. La deuxième une, c'est celle du Dauphiné. Leur combat pour chasser les dealers. La municipalité de Fontaine poursuit une opération inédite contre le trafic de drogue occupant les points de deal. Et puis la dernière une, c'est celle de Ouest France. Sur le climat, plus 4 degrés en Bretagne en 2100. Quel impact au quotidien parmi les possibles effets de ce réchauffement climatique? Inondations, sécheresse, incendies, tempêtes. En 2100, le climat doux et océanique de la Bretagne pourrait n'être qu'un lointain souvenir selon l'Observatoire de l'environnement dans la région. De quelle une avez-vous envie de parler? Ouest France, parce que ça correspond exactement à ce qui s'est passé à Mayotte. Donc évidemment, le réchauffement climatique est une réalité et nous le vivons au quotidien parce que ça fait déjà plusieurs mois que Mayotte souffre d'une sécheresse inédite. On n'a pas d'eau, on a des tours d'eau, à tel point que nous avons pensé à construire une usine de dessalement et que Mayotte n'a jamais connu une tempête aussi violente que ce que nous avons vu. Et d'après la météorologie, on n'a pas fini encore de ce genre d'événement. Donc évidemment, le réchauffement climatique aujourd'hui, c'est un phénomène mondial et qu'il va falloir franchement s'y atteler, surtout nous qui sommes des petites îles très vulnérables. On va parler longuement de la situation à Mayotte. Un mot peut-être, puisqu'on a vu dans le journal cette attaque antisémite hier à Washington, 2 employés de l'ambassade qui ont été tués. On a vu, il y a une sacrée montée de tension encore entre Israël et la France. Est-ce que vous êtes inquiet à la fois de cette montée de l'antisémitisme et à la fois de la montée des tensions entre les deux pays? Bien sûr, vous savez, l'intolérance n'est pas accepter l'autre parce que de fait de sa couleur, de fait de sa religion, tout ça, je pense que surtout dans des pays développés ici, c'est quand même incompréhensible et surtout inacceptable. Vous savez, chez nous, à Mayotte, nous sommes à 99% musulmans. Et jamais vous allez entendre des choses de ce genre, des attaques parce que tel et tel. Il y a une liberté chez nous là-bas et surtout une tolérance de l'autre. C'est-à-dire que finalement, c'est dans nos pays là-bas que peut-être que les gens doivent venir et comprendre malgré nos difficultés, malgré les problèmes que nous pouvons avoir, mais l'autre ne nous pose pas de problème. C'est inacceptable et moi je condamne fermement cette attaque et je demande aux uns et aux autres de venir à la raison et la différence pour moi et pour nous les Mahorais n'est pas un problème, bien au contraire c'est une richesse qui permet aux uns et aux autres de se côtoyer, de se comprendre et quand on se côtoie, on se comprend et bien évidemment on s'accepte. Le Sénat qui a examiné cette semaine le projet de loi pour refonder Mayotte après le passage de Chido. On va revenir dans un instant sur les mesures de ce texte, mais d'abord on le rappelle, Chido, ça avait fait 40 morts, plus de 5000 blessés, des dégâts considérables à Mayotte. Quelle est aujourd'hui la situation? Est-ce que la reconstruction avance? Alors, nous avons voté une loi d'urgence, ça fait déjà plus de 4 mois. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas de bilan sur les lois d'urgence. Bien au contraire, moi j'ai l'impression que les choses s'empirent. D'abord, hier, dans les journaux à Mayotte, il y a eu un communiqué co-signé par l'ensemble des organisations syndicales, les mairies, les collectivités, appelant le président de la République à respecter ses engagements et ses promesses. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, aucune des promesses qui a été faite aux Mahorais n'a été réalisée, n'a été tenue. On nous avait parlé de 100 millions de fonds d'amorçage. Les gens ne les voient pas. Bien au contraire, les collectivités sont en train de tomber en faillite les unes et les autres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le bilan n'y est pas. Le compte n'y est pas. On va l'écouter justement, le président de la République, parce qu'il est venu à Mayotte. Oui. C'était il y a 1 mois, jour pour jour. Il y a promis notamment un plan de refondation de l'archipel comportant une enveloppe de plus de 3 milliards sur 6 ans. On va l'écouter il y a 1 mois à Mayotte.
Il faut avoir une ambition forte et une lucidité chevillée au corps. Je pense qu'on ne réglera pas tous les problèmes par un seul texte de loi, vous avez raison. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire mieux, il faut aussi mettre beaucoup plus de moyens. C'est un constat clair, c'est une volonté de chaque instant et c'est une mobilisation au-delà de la phase d'urgence pour régler les problèmes de fond. Ce texte y contribue, il n'y suffira pas à lui seul. Est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron pour que l'aide qu'il vous a promise quand il est venu à Mayotte devienne réalité ? Écoutez, c'est là tout le problème. C'est qu'on nous a donné cette loi de refondation pour Mayotte avec un rapport annexé. Quand on prend le rapport annexé, on le lit, on voit que ce sont des projets qui étaient déjà là avant Chilou. Et quand on fait le calcul, c'est 3 milliards 176 millions d'euros. Ce sont des projets qui étaient là avant Chilou. Donc c'est ce qu'on nous a donné pour préparer la loi sur la refondation. Il a fallu que j'écrive, que je me bats pour avoir le rapport des inspecteurs qui sont venus à Mayotte, qu'on a reçu une semaine avant la préparation de la loi de refondation et quelle a été ma surprise. Les inspecteurs, bien sûr, parlent de 3,5 milliards. Donc le compte n'y est pas, c'est-à-dire que finalement, la reconstruction de Mayotte, ce n'est pas 3,2 milliards, mais c'est plutôt 6,7 milliards. Et donc, évidemment, lorsqu'on est arrivé dans l'hémicycle, là aussi une surprise, on a un nouveau tableau amené par, bien sûr, le ministre, qui fait état de 4 milliards, modifiés au moment de la session, à tel point qu'un membre de la commission de finances du Sénat a demandé la parole et il a posé la question, mais monsieur le ministre, comment se fait-il que ce rapport que vous venez d'amener ici et puis tous ces financements ne sont pas passés en commission de finances? Donc voyez-vous, on est en train de nous mener en bateau et que tout ce qu'on nous dit, c'est pas vrai. On va rentrer justement dans le détail de ce texte si plusieurs points ont fait consensus. Le volet migratoire a été plus contesté. On va voir ce qui s'est passé en séance tout de suite avec Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Oriane, bonjour Saïd Omar Wali. Bonjour. Quentin, avant d'évoquer les points les plus polémiques de ce projet de loi, on va d'abord commencer par ce qui a fait consensus. Oui, tout à fait. En séance, les sénateurs ont voté les investissements pour Mayotte, fléchés vers l'eau, l'éducation, la santé, les infrastructures ou la sécurité. Le texte liste les priorités dans un rapport qui est annexé à ce projet de loi. Une deuxième prison, un deuxième hôpital, de nouvelles routes et la modernisation de la desserte aéroportuaire afin de créer un hub logistique avec l'aéroport et le port de Longoni. Le projet de loi qui entérine donc près de 4 milliards d'euros. On revient à ce que vous disiez à l'instant en plateau pour la refondation, je cite, de l'archipel. Le volet sur la sécurité et la lutte contre l'immigration illégale, lui, il a fait beaucoup plus débat. Voilà, le texte qui prévoit de durcir les conditions de délivrance de plusieurs titres de séjour. Ce sont les mesures contenues dans le titre 2 du projet de loi. Écoutez le ministre des Outre-mer en ouverture des débats, c'était lundi. Le titre 2 regroupe 9 articles pour renforcer la lutte contre l'immigration clandestine et l'habitat illégal, les deux fléaux, le terme que j'avais choisi, sous lesquels Mayotte ploie depuis de trop nombreuses années. Je rappelle que nous avons avancé sur ce sujet sans même attendre ce projet de loi avec la récente restriction du droit du sol à Mayotte votée par les parlementaires. Alors Saïd Omar Wali, avant d'entrer dans le détail des mesures sur ce volet du texte, est-ce que le gouvernement a eu raison de faire de la lutte contre l'immigration illégale un des thèmes forts de la refondation de Mayotte ? Écoutez, on a déjà eu la loi, je le dis à chaque fois, la loi de 2018 qui a bien sûr restreint la nationalité française et le séjour à Mayotte. On a demandé un bilan. Je pense que le problème de notre pays, c'est qu'on a du mal à faire les évaluations des politiques publiques. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas le bilan. Comment on peut proposer une autre loi si on ne sait pas si ce qu'on avait proposé avant a eu des effets positifs sur le territoire? D'ailleurs, la loi de 2018 aura des effets qu'en 2035. Parce que la loi n'étant pas rétroactive, c'est après quand l'enfant aura 13 ans. Cette loi qu'on vient de voter avant-hier aura des effets qu'en 2041. Mais en attendant, les gens rentrent.
En attendant, nous avons plus d'immigration venue de l'Afrique centrale et dans les Grands Lacs. Donc on n'avait pas de camps avant. Les gens, maintenant, nous avons des camps. Je pense que le problème de l'immigration, il faut le voir dans sa globalité, dans la région, la pauvreté et tout ça. Je pense que le gouvernement veut, et certains, justement, veulent faire un laboratoire à Mayotte contre l'immigration clandestine en vue peut-être des élections 2027. C'est le cas avec ce texte, vous le dites ? Moi, je pense que oui. Et beaucoup le pensent que oui. C'est un laboratoire parce que plus on prend des textes, plus nous avons des gens qui viennent chez nous. Donc il y a un problème. Il faut qu'à un moment donné, on se dise qu'est-ce qui se passe et de faire le bilan. Mais on ne peut pas à chaque fois empiler des textes sur des textes et en attendant, les Maoris vivent dans la pauvreté. Avec Chilo, on est passé de 77% des gens qui vivent dans la pauvreté à 90%. Moi, je pense que je suis élu pour apporter à mes compatriotes, je dirais, une vie meilleure qu'être là à se battre sur des chiffres et sur des textes qui, pour l'instant, on ne voit pas l'intérêt. C'est une des raisons qu'on a demandé la fin des cartes de séjour territorialisées. On va y revenir parce qu'en matière d'immigration, qu'est-ce qui contient précisément ce texte ? Oui, on va voir avec une animation plusieurs mesures qu'on a retenues dans le texte. Il y a une carte de résident pour un parent étranger d'un enfant français. Elle va être maintenant conditionnée à 5 ans de résidence régulière au lieu de 3 ans. La résidence habituelle de 7 ans pour la délivrance de cartes de séjour temporaire, liens personnels et familiaux. L'augmentation des peines pour reconnaissance frauduleuse de paternité. Et parmi les mesures les plus polémiques est la création de lieux dédiés pour la rétention de familles accompagnées de mineurs. La gauche qui est montée au créneau en séance qui dénonce un retour de la rétention des mineurs. Écoutez à ce propos les explications de l'une des co-rapporteurs de droite, Agnès Canaillet, c'était cette semaine à notre micro. Effectivement, ce n'est pas une rétention des mineurs, mais c'est bien un placement dans des unités adaptées qui seront créées spécialement, des unités dans des maisons où il y aura plus de liberté de circulation, sous contrôle évidemment, pour pouvoir mettre en place les mesures d'éloignement, sachant que d'ores et déjà, quand ils sont placés en rétention, aujourd'hui, les familles restent moins de 24 heures en moyenne dans ces centres. Mais l'objectif, c'est de mettre en place des conditions plus humaines pour avoir un éloignement qui soit rapide et efficace, pour endiguer cette immigration clandestine à Mayotte. Alors, est-ce que ces explications vous conviennent, Saïd Omar Oili ? Non, pas du tout, parce que nous sommes... la France n'est pas un pays isolé. La France, on est dans le monde et que nous avons signé des conventions. Et ces conventions-là, c'est-à-dire en faisant cela, on s'assoit dessus. Et donc moi, je ne suis pas d'accord à ce que des enfants mineurs soient, bien sûr, dans des maisons. Et puis, quelles maisons ? Déjà, on souffre énormément pour loger nos fonctionnaires, pour avoir des écoles pour nos gamins. Et on nous dit qu'on va... Vous voyez, tout ça, c'est des mesures qui font rêver pour certains ici, mais qui n'ont aucune efficacité à Mayotte. Y compris tout le durcissement sur les titres de séjour, tout ça, vous dites, ça n'aura aucune efficacité ? Ben, écoutez, même à moyen terme, vous disiez en 2041, non. Écoutez, on l'aurait déjà su depuis 2018, s'il y avait de l'efficacité. Vous savez, aujourd'hui, nous avons plus de 1500 forces publiques à Mayotte, gendarmes et bien sûr policiers qui sont là. Il y a même une unité qui est dédiée à la lutte contre l'immigration clandestine. Et c'est bizarre. Plus on crée des forces, plus on prend des lois et plus nous avons des gens qui rentrent. Donc, c'est pas des textes qui vont régler ça, c'est pas vrai. Vous le disiez, l'une des revendications principales des élus mahorais, c'est la fin des visas territorialisés. Alors, ce sont des titres de séjour spécifiques qui s'appliquent à Mayotte et qui, du coup, ne permettent pas à leurs détenteurs de venir en métropole, voire même à La Réunion. D'abord, pourquoi vous souhaitez leur suppression ? Mais c'est pas moi seul. Il y a eu une délibération du Conseil général et les collectifs, c'est une demande unanime de l'ensemble des élus mahorais. Ça a été refusé en séance. Ça a été refusé, ça fait longtemps. On nous dit qu'il faut attendre un rapport dans 3 ans. Un rapport dans 3 ans. Mais alors surtout le gouvernement et le Sénat, puisque Quentin le disait, ça a été refusé, ils disent qu'il y a un risque de renforcer l'hypothèse d'un appel d'air migratoire si on met fin à ces visas territorialisés. Mais l'appel d'air, vous comprenez cet argument ? Non, je ne comprends pas, parce que l'appel d'air est déjà à Mayotte. Les gens, quand vous êtes assigné à résidence à Mayotte avec une carte de séjour, vous êtes régulier à Mayotte. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites venir la famille.
Donc ça veut dire que nous, on doit accepter cet appel d'air à Mayotte et d'autres, on ne doit pas. Je pense qu'il faut une solidarité au niveau national et que lorsque il y a 100 000 à peu près personnes qui sont assignées à résidence à Mayotte avec cette carte de séjour, s'ils partent, peut-être qu'on ferait même des économies pour la construction des écoles, peut-être que nos hôpitaux fonctionneraient mieux. Donc on ne comprend pas qu'aujourd'hui, les élus locaux que nous sommes, et là-dessus, avec la sénatrice Salam Aramia, oui. Tous les deux, on a... Qui est le siège au groupe Renaissance, hein, le groupe de la Macronie. Tout à fait. Même la Macronie disent qu'effectivement, il faut aller dans ce sens-là. Donc, voyez-vous, il y a unanimité, mais c'est un problème peut-être idéologique. Alors justement, Quentin, il y a plusieurs mesures qui inquiètent les élus locaux. Voilà, le texte qui entend permettre d'accélérer aussi les expropriations en sortant du cadre habituel de cette procédure. Le ministre Manuel Valls qui s'est défendu en séance en expliquant qu'il s'agissait uniquement d'expropriation pour permettre de construire les infrastructures essentielles de l'archipel. Mais vous vous êtes fait le porte-voix, là encore, des élus de l'île, de l'archipel, en disant que ça inquiétait beaucoup. Et surtout, cela donne le sentiment d'une législation à part pour Mayotte, où le droit ne s'appliquerait pas de la même manière que sur le reste du territoire français. Écoutez là encore la réponse à cette question d'Agnès Canaillé, un deuxième extrait, écoutez. Mayotte est sous l'égide de l'article 73 de la Constitution qui donne la possibilité d'adapter le droit aux spécificités mahoraises. L'état des équipements n'était pas à niveau et le cyclone Chido n'a fait que renforcer. Donc aujourd'hui, il faut aller vite, il faut pouvoir mettre en place tous les engagements, les 4 milliards d'euros d'engagement qui sont prévus dans le rapport annexé. Et pour ça, il faut avoir des mesures dérogatoires que nous avons renforcées au Sénat pour aller vite et être efficaces. Alors, avant d'aller sur les mesures dérogatoires, sur les expropriations, est-ce que vous avez été rassuré par les arguments en séance? Pas du tout. Vous savez, moi, ça me rappelle la chanson de Tonton David. Je ne sais pas, vous connaissez, on nous prend pour, je ne dirais pas le reste. Mais on la connaît, on la connaît. Donc c'est exactement la chanson de Tonton David. Comment voulez-vous, nous sommes département français. Il y a des règles claires en ce qui concerne les DUP. La déclaration d'utilité publique. Rappelez-vous, il y a eu l'autoroute A69, je pense, il n'y a pas longtemps, où on était obligé, voilà, parce qu'on n'avait pas retenu, on n'avait pas respecté les procédures. À Mayotte, vous savez, les gens n'ont pas de titre. Donc, en prenant cette disposition-là, ça veut dire qu'on va tout simplement prendre les terrains des Mahorais. Donc, les Mahorais ont très bien compris. Parce que c'est pour des infrastructures essentielles à l'île. Ben écoutez, non. Moi, je pense qu'on est dans la République. Okay. On est dans la République, et dans la République, il y a des règles. Si on résume, il n'y a rien qui vous convient dans ce texte. Très peu de choses. Très peu de choses. Moi, je pense que dans le texte, justement, il y a des choses qui nous auraient convenu et ça ne coûterait pas grand-chose. Il faut donner des signaux. Vous savez, nous avons que 3 000 retraités à Mayotte qui touchent vraiment des retraites misérables. Ça ne coûte que 1,5 million les retraités, si on mettait au même niveau qu'à Métropole. Nous avons bien sûr les minima sociaux. Nous n'avons que 3 500 personnes. Ça coûte aujourd'hui à Mayotte, ça coûterait pour la République 800 000 euros. C'est-à-dire que si on débloquait simplement, 2,5 millions ou 3 millions, on pourrait donner un signal à ces gens. C'est ça la priorité. Et vous aimeriez que... C'est la priorité, oui, bien sûr. Lors du projet de loi de finances, par exemple, c'est des mesures qui pourraient être votées à l'automne prochain pour envoyer un signal. C'est ça votre message aujourd'hui? Bien sûr, c'est mon message. Mais tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure ici, l'eau, l'éducation, l'hôpital, ce sont des mesures qui sont contenues dans d'autres déjà projets avant Chilo. Par contre, ça a été dit exactement. Par contre, tout ce qui est après Chilo, on a eu le rapport en séance, avec bien sûr sans garantie aucune que ces choses-là vont se faire. Merci Quentin. Merci. On se retrouve dans une demi-heure. Voilà, on parlera de la proportionnelle. François Bayrou qui continue à recevoir les responsables politiques pour avancer dans ce dossier. Ce sera à suivre. Nous, on va continuer à parler de Mayotte. On va même y aller. On retrouve Mathilde Angard. Bonjour Mathilde. Merci beaucoup d'être avec nous. Mathilde, on va évoquer avec vous les inquiétudes autour de l'épidémie de chikungunya en cours à Mayotte. Quelle est la situation ? Oui, 5 mois après le passage du cyclone Chido, Mayotte fait face à une épidémie de chikungunya après la Réunion. 116 cas ont été enregistrés dans le dernier bilan de Santé publique France et les cas continuent d'augmenter drastiquement. Mais surtout, le laboratoire local atteint désormais ses limites en matière de capacité d'analyse. Et Mathilde, vous avez des questions ?
Oui, face à cette situation, bonjour Monsieur le Sénateur, dans Mathilde. un contexte de manque de matériel de santé dénoncé par les soignants, notamment depuis Chido, qu'allez-vous entreprendre pour faire remonter ces difficultés et garantir une réponse rapide et adaptée ? Ben, écoutez Mathilde, je suis avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe à Mayotte. Eh bien, à chaque fois qu'il y a des épidémies dans la région, Mayotte est premier, justement, depuis des années, à être victime de tout ça. Nous avons des maladies qui n'existent pas ailleurs, notamment le choléra. Et à Mayotte, le choléra continue à tuer. Et tout ça, on ne pense pas à apporter des solutions à cette population. L'hôpital, aujourd'hui, n'arrive pas à suivre le rythme des maladies et des épidémies, mais on va nous parler en nous donnant des promesses et que la réalité est là. Et la réalité, c'est plus de médecins à Mayotte, plus de laboratoires d'analyse à Mayotte et pouvoir soigner les gens. Malheureusement, quand on dit ça ici, on nous dit, écoutez, il faut attendre et on nous dit, taisez-vous, messieurs les sénateurs, tout va bien, Madame la Marquise. Donc, il faut, à un moment donné, les gens, vous les journalistes à Mayotte, évidemment, vous faites un travail formidable parce que vous écrivez et que je pense que toutes les chancelleries lisent ce que vous dites là-bas à Mayotte, mais malheureusement, Mayotte, c'est, je dirais, une confetti que peut-être qui sert simplement à la stratégie de notre pays, mais la population qui y vit n'a aucun intérêt et je le regrette. Mais je continuerai à me battre, comme vous le voyez à chaque fois que j'ai la parole, je me bats, je parle de Mayotte, je parle des difficultés de Mayotte, je ne parle pas que du lagon. Comme certains, quand ils vont là-bas, ils reviennent ici, me disent « Ah, vous avez un super lagon », mais ils ne voient pas la population qui souffre. Mathilde, une deuxième question. Oui, monsieur le sénateur, vous parliez des médecins. Mayotte ne compte effectivement qu'un seul hôpital et tout le monde ne peut s'y rendre. La population, elle tient également grâce aux professionnels de santé libéraux répartis sur l'ensemble de l'île, notamment dans des zones très reculées. Néanmoins, ces derniers sont exclus aujourd'hui de la gestion de l'épidémie de chikungunya. Que faire pour les intégrer à cette politique de dépistage et de prise en charge de cette nouvelle crise sanitaire ? Eh bien là, vous m'apprenez une nouvelle, ça je ne le savais pas, mais je ne peux pas comprendre que dans un pays où nous avons des gens très vulnérables et que nous avons besoin des efforts des uns et des autres, que des médecins privés soient exclus. Eh bien maintenant, vous m'avez donné l'information, eh bien je vais interroger le ministre de la Santé par un courrier lui demandant à ce que, évidemment, l'ensemble des soignants à Mayotte doivent prendre en compte, je dirais, cette maladie, cette épidémie avec beaucoup de sérieux et apporter des solutions, surtout du soutien à la population qui a tant besoin. Parce que depuis Chido, la pauvreté a encore augmenté et que nous avons une population de plus en plus vulnérable. Donc, mais est-ce que vous craignez que l'épidémie prenne de l'ampleur ? Alors déjà, est-ce que vous pensez qu'elle est sous-estimée, l'épidémie ? Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas se faire dépister. Oui. Donc pour vous, il y a plus de cas que recensés officiellement ? Il y a plus de cas parce que la plupart des gens qui ont la maladie, ce n'est pas la première fois, ont peur de sortir, d'aller se faire... Regardez par exemple le sida à Mayotte. Le sida à Mayotte, c'est plus de 40%. Mais les gens ne vont pas se dépister. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de se faire prendre par la police. Donc, ils restent chez eux. Donc, évidemment, il va falloir à un moment donné se dire qu'il faut plus d'humanité dans notre territoire. Et donc, il y a plus de cas que ce qu'on a pu... Et dernière question, il nous reste 30 secondes. Mathilde le disait, il n'y a qu'un seul hôpital. Il y a 5 fois moins de médecins généralistes que dans l'Hexagone. Est-ce que vous pensez que le système de santé risque d'être dépassé si jamais l'épidémie prend de l'ampleur ? Mais il est déjà dépassé depuis longtemps, le système de santé à Mayotte. Il est dépassé depuis longtemps. Pour trouver un médecin, c'est difficile. Et beaucoup de Mahorais qui ont les moyens pour se faire soigner, soit ils vont à La Réunion, soit ils viennent à Métropole. Mais ceux qui ne peuvent pas partir, ce sont ceux les plus vulnérables. Eh bien, ils ne vont pas se faire dépister et donc la maladie va bien sûr prendre de l'ampleur de plus en plus, hélas. Et vous allez demander des moyens supplémentaires ? Je vais demander, en sortant d'ici, je vais faire un courrier tout de suite au ministre de la Santé, lui demandant, c'est que bien sûr, il y a plus de moyens et permettre surtout à ces médecins libéraux
d'être parmi les gens qui peuvent dépister. On l'avait fait lorsqu'il y a eu le Covid, c'était les pharmaciens qui pouvaient aussi dépister et nous soigner. Donc pourquoi ici on ne le ferait pas? Merci beaucoup. Merci d'abord à Mathilde. Merci Mathilde Angard d'avoir été avec nous depuis Mayotte. Et puis merci Saïd Omar Wali d'avoir été avec nous ce matin. Le vote définitif du texte au Sénat, ce sera mardi. Tout à fait. On suivra évidemment je serai là. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. On va parler d'un autre sujet maintenant. On va parler de la situation internationale et notamment ce qui se passe en Israël. Le spécialiste Vincent Hugeux vient nous rejoindre.